Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com/métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est ce qu'on appelle un serial entrepreneur et a relevé le défi de créer 13 startups en 12 mois. Bon, je ne sais pas si on est tous amenés à faire la même chose, il nous en parlera. Au-delà de ce défi, sa mission est d'inspirer et de participer à l'essor de nouvelles façons de vivre et de travailler. Il a écrit un livre, Quelle audace, aux éditions Erol et va nous aiguiller sur ce chemin en fait pour nous aider à trouver notre voie et aller au bout de nos rêves. Je suis très heureuse d'accueillir un audacieux entrepreneur de sa vie, Maxime Fourny. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Alors tu commences ton livre par cette citation de Goethe qui moi me plaît beaucoup. Elle a été longtemps affichée en entier, elle est plus longue que ça, mais dans les bureaux de Féminin Bio. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Alors qu'est-ce que l'audace selon toi ? C'est une très très bonne question. En fait justement, à vrai dire, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Quand j'ai fini mon challenge de 13 startups en 12 mois, beaucoup de gens m'ont mis bravo pour l'audace, quelle audace, etc. Donc c'est un mot qui est revenu beaucoup et un mot que j'utilisais relativement peu. Donc je me suis posé cette question, je me suis dit tiens, c'est intéressant de comprendre à la fois ce qu'est l'audace et la meilleure façon de comprendre ce qu'est l'audace, c'est de voir qui sont les audacieux. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ce livre. En fait, je me suis dit plutôt que de donner une définition à l'audace qui du coup serait limitée, j'ai plutôt voulu en montrer les facettes. Et donc j'ai pris 50 histoires avec des catégories différentes. Ça va du voyage, à l'artisanat, à consommer différemment, etc. Enfin, il y a plein de catégories. Donc voilà, je me suis dit finalement j'ai envie de définir l'audace comme ça, à travers des histoires de vraies personnes qui ont fait des choses vraiment audacieuses. Et c'était quoi ce défi de 13 startups en 12 mois ? Alors quand même, tu peux nous en parler un petit peu avant d'introduire... C'est la question que se sont posées beaucoup de mes proches. Oui, j'imagine. En janvier 2017, quand j'ai annoncé que je lançais ce challenge, donc j'ai annoncé publiquement avant de lancer la première startup. Et en fait, l'idée derrière ce challenge des 13 startups en 12 mois, c'est une double idée. C'est à la fois de dire qu'on doit accepter l'échec, parce que je savais très bien que sur les 13 startups, certaines allaient de facto ne pas fonctionner, et en même temps aussi de tester plus rapidement les idées. C'est-à-dire que j'ai fait ce challenge en plus en libérant qu'une partie de mon vendredi chaque semaine, donc je faisais 4 à 6 heures par semaine seulement sur ce challenge. Wow. Et alors il se trouve qu'une de mes grandes passions, c'est la gestion du temps. Donc c'est aussi une façon de faire finalement ce travail-là aussi sur moi, de m'obliger à aller directement à l'essentiel et d'accepter l'échec. Et donc voilà, c'était intéressant. C'est quelque chose que j'ai repris d'ailleurs dans le livre aussi, le lien de chacun par rapport à l'échec. Et finalement se rendre compte que voilà, je me suis mis dans une situation où je savais que j'allais échouer sur au moins une partie des startups. C'était littéralement impossible que les 13 fonctionnent, mais volontairement, et en fait ça m'a été hyper bénéfique. Donc voilà, après je pourrais en parler des centaines d'heures, mais c'était vraiment hyper intéressant. Bon, en tout cas, effectivement, c'est audacieux. Alors, il y a un livre qui a été le déclic pour toi, qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie », qui est un livre américain, je crois. Et d'ailleurs, dans les parcours audacieux que tu relates dans ton livre, Maud dit à un moment donné aussi, dans les conseils qu'elle donne, « Projetez-vous sur votre lit de mort ». Alors, on va commencer par ça. Oui, c'est un vrai sujet, globalement. Alors, je dirais la relation à soi de manière générale, et effectivement la question de la fin de vie, évidemment un moment où on se pose la question de finalement est-ce que j'ai eu la vie dont j'avais envie. Oui. Et effectivement dans le livre de Bronnie Ware, ce dont elle parle, c'est que finalement le premier regret des personnes en fin de vie, c'est de ne pas avoir vécu la vie telle qu'ils voulaient eux la vivre, mais plutôt comme les proches ou l'entourage voulaient qu'ils la vivent. Et j'ai trouvé ça très fort en fait, de se dire finalement... Finalement, c'est un retour d'expérience aussi, et chaque retour d'expérience est bon à prendre, et de se dire finalement que ces personnes en fin de vie, leur principal regret c'était ça, nous on a la chance quelque part de pas encore, je touche du bois en même temps, être dans cette situation, donc profitons-en pour justement avoir cette vie telle qu'on l'entend nous, et non pas telle que l'entourage ou d'autres personnes pourraient finalement le souhaiter pour nous.
Oui, tout à fait. Et dans ton livre, tu brosses 50 histoires de vie et de parcours audacieux dans les domaines artistiques, du voyage, de l'enfance, du bonheur, du développement personnel, de l'art de consommer autrement, du collectif et d'un nouveau monde. Et on retrouve des domaines en fait en plein essor qui correspondent finalement à nos nouveaux modes de vie avec des histoires qu'on connaît comme La riche qui dit oui, Darwin, Coco Frio, Maud avec son livre Kilomètre Zéro, Nicolas Chaban, C'est qui le patron, voilà. Donc on voit bien qu'on est quand même dans un certain domaine qui est en plein déploiement dans le monde, en pleine mutation. Tu ne parles pas de ces cadres qui sont dans des grands groupes et qui pourraient avoir de l'audace. Tu parles quand même de secteurs qu'on pourrait appeler de plus sexy ou tendance, entre guillemets. Oui, alors en fait, c'est amusant parce que j'ai justement voulu volontairement mixer les profils. Oui. C'est-à-dire que dans le livre, on retrouve vraiment des personnes très jeunes, des plus âgées, beaucoup de femmes, plus de la moitié de femmes d'ailleurs. Oui. C'est assez intéressant aussi d'ailleurs. Oui, on en reparlera de ça, ton côté féministe. Oui, c'est un vrai sujet. Oui. Et donc voilà, typiquement des femmes, des hommes, des salariés, des entrepreneurs, enfin vraiment on a tout type de profil. Et finalement, moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'était de comprendre et de se dire finalement chacun peut nous nourrir un petit peu. Et effectivement, on a tous envie d'être un petit peu plus écolo. Donc là, les histoires de ceux qui ont vraiment fait le chemin à fond dans l'écologie est hyper intéressant parce qu'on peut prendre des petites choses intéressantes dans leurs conseils. On a envie aussi de voyage, voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de se nourrir et que finalement le lecteur puisse, à travers toutes ces histoires et toutes ces facettes, nourrir ses propres facettes à lui. Et du coup, arriver à trouver l'audace qui lui convient. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler d'un parcours audacieux qui t'inspire? Alors, j'imagine que toutes elles t'inspirent différemment, mais peut-être, parce qu'on aime bien les histoires dans Métamorphose et raconter des histoires de métamorphose, et c'est vraiment de cela dont il s'agit dans ton livre. Ce sont que des personnes en métamorphose, si tant est que des personnes le sont plus que d'autres, parce que nous sommes en métamorphose, en fait, dans nos vies. Comme ça, une histoire ou deux qui t'inspirent. Ouais, alors je pourrais du coup en raconter 50, mais... Bien sûr, mais pour ça, il faudra lire le livre. Je sais pas, non, c'est vraiment... alors je sais pas, la première qui me vient en tête, oui, ce qui te vient comme ça. C'est celle de Fabien qui a inventé l'œuf qui ne tue pas la poule. Oui. J'adore cette histoire, ça tombe très bien. Et je trouve ça vraiment fort en fait, c'est de se dire finalement, alors en gros, pour synthétiser l'histoire, après effectivement je l'ai plus développé, mais moi il se trouve que je l'ai connu dans son ancienne vie, donc il avait une start-up dans le domaine du digital et de la culture, donc vraiment rien à voir avec l'agriculture, si ce n'est la fin culture. Ouais. Et donc en fait, lui typiquement, donc il est parti de ce projet de manière plus ou moins facile. Et en fait, il s'est vraiment posé la question de concrètement ce qu'il avait envie de faire de sa vie, etc. Donc il a pris ce temps de quête de soi, de quête de sens, et c'est un des grands sujets du livre, c'est cette quête de sens et cette quête de soi. Et il a pris le temps et finalement il s'est rendu compte que, alors évidemment la cause animale était quelque chose de très important pour lui depuis des années, mais il voyait pas comment en faire une activité lucrative entre guillemets et comment en vivre. Et en fait il s'est rendu compte que les poules étaient abattues à 18 mois parce qu'elles avaient concrètement elles pondaient moins. Oui. Et en fait il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune raison d'abattre toutes ces poules à 18 mois. Et donc il a inventé l'œuf qui ne tue pas la poule. Donc c'est une sorte de, en gros. Les poules, c'est un petit peu comme si elles cotisaient, c'est-à-dire que sur leurs œufs pondus pendant leur vie de ponte, et ben en fait, on va ensuite faire une sorte de cotisation qui va faire qu'ensuite elles vont avoir une sorte de maison de retraite des poules. Et en fait, ils sauvent des dizaines de milliers de poules avec cette chose toute simple en fait. Et en fait, on se rend compte que les consommateurs adorent acheter ces œufs parce qu'ils savent que derrière, plutôt que elles ont une belle vie. Voilà, elles ont une belle vie. Et en plus, elles sont élevées dans des conditions tout à fait respectables et qui respectent la notion qu'on a de la vie humaine, donc c'est vraiment hyper typiquement c'est la première histoire qui me vient, mais je trouve ça fort d'avoir fait ce choix. Oui, c'est très fort, et puis en plus tu dis dans ton livre que quel que soit le mode d'élevage, en fait c'était le cas, donc on n'était pas plus exactement, oui, c'était comment il se sent cet entrepreneur aujourd'hui? Parce que la façon dont est construit ton livre, c'est qu'effectivement tu racontes l'histoire, le parcours, d'où vient la personne, et puis à la fin tu fais un point un peu sur où il en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il ressent par rapport à cet engagement, cette audace qu'il a eu de créer. Oui, alors je peux en parler d'autant plus facilement que hier soir on a fait la soirée de lancement du livre, donc il était présent et il a fait un talk sur son audace. Et moi ce que j'ai trouvé vraiment incroyable à la fois chez lui mais aussi chez les autres audacieux du livre, c'est qu'ils ont vraiment une envie et une passion pour ce qu'ils font qui est réellement incroyable. On sent qu'ils sont réellement alignés avec leurs valeurs. Alors évidemment, ça a été très difficile de trouver cet alignement. C'est un des sujets du livre aussi, c'est comment on passe cette période un petit peu difficile, comment on trouve ce qu'on a vraiment envie de faire, comment on lève les freins, etc. Mais aujourd'hui, tous, c'est marrant d'ailleurs, ils ont tous dit cette phrase, j'ai pas l'impression de travailler. Tous.
Et c'était assez incroyable de se dire, voilà, on voyait dans leurs yeux qu'ils le pensaient vraiment. Et Fabien notamment est dans ce cas-là. Donc vraiment, c'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. J'estime être aussi dans ce type de cas, donc je suis plutôt j'éprouve beaucoup de gratitude pour ça, mais voilà, l'idée c'est de se dire comment on peut faire pour trouver cet alignement avec ses valeurs, et c'est un travail quotidien, hein, c'est un travail qui s'arrête pas. Mais c'est voilà, une fois qu'on a, disons, fait le gros du travail, c'est quand même plus facile. Oui, c'est sûr. Alors justement, tu cherches dans les parcours que tu relates, ce sont principalement des personnes qui cherchent à inspirer positivement le monde. C'est parce que toi, c'est ton dada aussi, ce que tu dis un peu là entre les mots. Comment tu as sélectionné ces 50 audacieux, par exemple? Ouais, bah c'était un processus assez rigolo d'ailleurs, parce que alors il y avait certains profils que je voulais contacter. Donc, par exemple, il y a le fondateur de La Ruche qui dit oui. Il y a effectivement voilà quelques Goodid par exemple aussi. Enfin bon, bref, c'est des projets qui sont relativement connus, mais où finalement on connaît peu les gens qui sont derrière. Et donc là, je les ai plutôt contactés en disant j'aime ce projet, j'ai envie de comprendre ce qui a été à l'origine de ce projet et la personne qui a été derrière. Et d'ailleurs, c'est des histoires hyper intéressantes, en l'occurrence celle notamment de La Ruche qui dit oui, c'est vraiment passionnant. Donc ça, c'était un cas, voilà. Ensuite, il y avait le cas de personnes que je connaissais. Il se trouve que je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat et je dirais globalement de l'audace depuis 2011. Oui. Donc j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens, donc voilà. Et ensuite j'ai fait aussi un appel globalement sur les réseaux. J'ai dit quelles sont les personnes les plus audacieuses que vous connaissiez et que vous auriez vraiment envie, dont vous auriez vraiment envie de connaître l'histoire. Et donc à la fin je me suis retrouvé avec, je pense 150 profils à peu près. D'accord. Et donc j'ai regardé, j'ai creusé, voilà, j'ai fait les thématiques et à la fin j'ai pris les 50 qui me semblaient vraiment les plus intéressantes et complémentaires. Voilà, ça a été le processus. Créatif pour en arriver là. Alors, il y a quelque chose qui me semble parfois difficile quand je rencontre des gens, ou même pour moi-même, c'est apprendre à discerner quel est son rêve et sa mission de vie. C'est une quête de sens et de soi, finalement. Il faut aussi apprendre à entendre les messages, et ça, c'est pas toujours facile parce qu'on est fait de nos conditionnements culturels, familiaux, transgénérationnels, karmiques, même si pour certains y croient. Et tout ça, ça fait que parfois, on ne sait plus vraiment qui parle à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est l'ego qui cherche à se manifester pour de l'audace, ou est-ce que c'est vraiment la mission de l'être profond que Jung appelait le soi, le grand soi finalement? Oui, c'est un vrai sujet d'analyse, et c'est pour ça d'ailleurs beaucoup des audacieux ont énormément, enfin beaucoup m'ont dit qu'ils avaient aimé participer au livre, parce qu'en fait je leur ai demandé une vraie introspection. Ah oui, ça se sent complètement dans le livre. Et c'est marrant parce que tous me l'ont dit, honnêtement, j'avais jamais fait ce type d'introspection et c'est hyper intéressant. Et en fait, d'ailleurs, j'amène le lecteur à ce même travail, en fait. À la fin, donc j'ai un chapitre qui est la 51e histoire, la vôtre. Et c'est exactement ça, en fait. C'est de se dire, finalement, on est obligé de faire ce travail-là. C'est un travail qui est très simple, en 3 exercices. L'idée, c'est d'initier le mouvement. Oui. C'est de se dire, voilà, on commence ce mouvement, on commence ce travail-là, qui est un vrai travail de fond, qui prend du temps. Mais là, on a 3 exercices très concrets pour le commencer. Et c'est typiquement un travail que moi, je fais très régulièrement, à vrai dire, 2 fois par an, je fais ce travail-là. Donc je l'ai un petit peu, voilà, je l'ai mis dans le livre parce que je trouvais ça intéressant que tout le monde le fasse, et il se trouve que tous les audacieux m'avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé ce travail-là, donc je pense que ça commence par une vraie introspection, et justement dans ce travail-là on peut faire la différence entre ce qui sont des vraies envies profondes et ce qui vient un petit peu de l'extérieur, qui parfois est positif mais qui parfois doit être mis de côté. C'est un travail qu'on peut faire seul ou parfois accompagné avec un coach, un thérapeute, je sais pas, spiritualité, développement personnel. Quelle serait un peu ta prescription, docteur? Non, plaisante. Alors moi, docteur audacieux. Je me positionne plus comme un témoin que comme un docteur. Ouais, je me doute, je blague, bien entendu. Et c'est vrai que effectivement. Dans le parcours des audacieux, certains ont été accompagnés, d'autres l'ont fait seuls, d'autres avaient la chance d'avoir aussi un entourage qui vraiment les soutenait, d'autres moins. Enfin, donc, en fait, on se rend compte que finalement, c'est pas vraiment ce choix-là entre guillemets qui est crucial. Moi, j'ai l'impression que c'est plus d'avoir fondamentalement cette envie d'aller dans cette direction, de sentir ce besoin. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ressentent pas ce besoin. Je pense que s'ils écoutent ce podcast, c'est qu'a priori ils le ressentent, donc c'est intéressant. Et une fois qu'on a senti ce besoin, c'est finalement de trouver son chemin, ses petits pas. Je parle pas mal de la notion de petits pas dans le livre. Et tous les audacieux ont commencé par des petits pas. Et voilà, c'est aussi trouver les petits pas qui font que concrètement, on peut amorcer un début de changement. Oui. Et dans ton livre, c'est vrai que en lisant ces parcours incroyables, moi je trouve qu'il y a quand même
un fil rouge entre ces personnes. Et je me suis posé de cette question, est-ce qu'il faut quand même avoir un espèce de charisme un peu de leader? J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de profils, ce qu'on appelle un peu les zèbres. Alors certains les appellent les hauts potentiels. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil, parce que haut potentiel fait surtout appel au QI, à l'intellect, alors que zèbre donne une notion de vivacité plus globale. Est-ce que c'est quand même un terreau un peu commun? Alors, il se trouve que parmi les 50, je trouve que voilà, il y a une bonne diversité. Et justement, ce qui est intéressant, c'est aussi une vraie diversité d'histoire, d'origine, d'éducation, même de lieux de vie d'enfance, parce que je parle beaucoup de l'enfance aussi et du lien avec l'enfance, etc., qui conditionne énormément de choses. En fait, on s'en rend compte. Et du coup, finalement, voilà, je trouve que quelque part, quel que soit son niveau d'éducation, voilà, en fait, on a tous cette capacité à aller dans la direction qui nous plaît. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu mettre en avant aussi dans le livre. On a tous quelque chose en nous d'un peu zèbre, en fait, c'est ça que tu dis, finalement. C'est ça. C'est ça. Alors, quand on est audacieux et qu'on a envie de passer le pas, qu'on a discerné son projet et qu'on a envie de se lancer, on saute pas sans élastique, parce que sinon, on a l'impression que l'audacieux, il peut sauter comme ça. Et je connaissais pas cette citation de Gainsbourg qu'il y a dans ton livre qui dit « Je connais mes limites, c'est pour ça que je vais au-delà ». D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, c'est bien de connaître ses limites, d'aller au-delà, mais en même temps, on a quand même plus ou moins un parachute. Alors, quel est le curseur par rapport à ça, par rapport à l'élastique? Oui, c'est intéressant. Justement, donc c'est dans la préface qu'a rédigé Frédéric Mazzella, donc le fondateur de Blablacar. Et en fait, j'ai trouvé très intéressant ce point-là, et donc ça commence le livre, la préface. J'ai trouvé très intéressant de commencer aussi par la notion d'élastique, de se dire bon, certes, c'est un petit peu la différence entre l'audacieux et le fou. Oui. C'est les deux vont sauter, mais l'audacieux un élastique, le fou n'en a pas. Oui. Et je trouve cette notion très intéressante de se dire finalement dans chaque situation, et plus on est audacieux et plus honnêtement on se demande si on a vraiment un élastique ou pas finalement, si on n'est pas un peu fou. Voilà, ou si on n'est pas passé de l'autre côté. Ouais. Et justement, donc je trouve ça intéressant de se dire si demain je faisais par exemple ce premier petit pas vers la direction qui me plaît, quels seraient mes élastiques? Et en fait, souvent on se rend compte. Alors c'est une des citations aussi que j'ai mis dans le livre. J'adore cette phrase qui est si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage d'ouvrir, tu te rendras compte que de l'autre côté, il n'y a personne. Ouais, j'adore. Je trouve cette phrase très forte. C'est finalement se dire, en fait, si on creuse vraiment la question de « Ok, j'ai fait ce pas de l'audace, je me projette dans « Ok, j'ai fait ce premier pas ». En fait, si on ouvre la porte, on se rend compte qu'en fait, derrière, on a tous les élastiques. Et en fait, concrètement, il n'y a plus grand-chose. Ouais, il y a la peur de la peur, mais si on la dépasse, voilà. Exactement. En fait, il y a cette peur initiale, effectivement. Mais une fois qu'on creuse vraiment le sujet et qu'on tire un peu la pelote et qu'on se dit « Ok, qu'est-ce qui se passerait concrètement si j'étais dans cette situation? Ok, imaginons il m'arrive ça, ok. » Et en fait, on trouve toujours des moyens de rebondir, on trouve toujours des moyens de rebondir après soit un échec, soit des difficultés. Alors, dans les conseils, à la fin, il y a un petit paragraphe où ils donnent un peu leurs meilleurs conseils. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des audacieux qui reviennent, en fait, que tu as vu revenir régulièrement dans les conseils, même si on sait que les conseils, bon, chacun fait son expérience, mais quand même, c'est intéressant d'entendre ce que ceux-là ont à dire. Oui, alors il y en a pas mal. Je leur ai demandé volontairement aussi de faire des conseils relativement liés à leur histoire. Oui. Donc typiquement, si je pense à Xavier qui est digital nomade, donc qui vit de manière complètement nomade dans le monde. Un minimaliste. Un minimaliste, etc. Donc voilà, et typiquement, j'ai voulu qu'il ait des conseils, par exemple, pour des personnes qui avaient envie de vivre ce type de vie. Donc c'est des conseils qui sont relativement liés quelque part à l'audace de chacun, mais de manière plus générale, on a quand même des conseils évidemment sur justement enclencher le changement. Oui. Trouver ce premier pas, effectivement, qui va faire en sorte qu'on va l'avoir. Il y a aussi beaucoup le fait d'être entouré, qui est pas mal ressorti. Par son premier cercle, ou aussi les réseaux, comment... De manière générale, en fait, chacun disait... alors certains avaient la chance d'avoir un premier cercle qui les soutenait beaucoup, d'autres beaucoup moins. Mm-hmm. Mais c'est finalement de trouver... Alors parfois ça peut s'arrêter effectivement au premier cercle, mais du coup si on n'a pas ce support suffisant, de trouver à l'extérieur des soutiens. Des soutiens, et et d'ailleurs il se trouve que c'est aussi des choses des audacieux et des autres, c'est que finalement petit à petit on côtoie de plus en plus d'audacieux, on est entouré de plus en plus d'audacieux, et c'est aussi un peu un effet boule de neige. Donc si on est intéressé par ce type de choses, très naturellement on va se rapprocher de gens qui sont audacieux et qui du coup vont vous aider à passer un peu les frontières, les barrières et les limites. Donc pour être audacieux, il faut oser, c'est ça? Il faut oser faire le premier pas, ou on est plus audacieux? Certains sont plus audacieux de naissance que d'autres. Alors c'est une bonne question. Je pense qu'effectivement la clé, c'est déjà de trouver dans quelle direction on veut faire ce premier pas. Et honnêtement, c'est un vrai sujet. C'est un sujet de quête de soi, de quête de sens.
C'est pour ça que je parle d'introspection, parce que c'est un vrai travail. Et une fois qu'on a fait ce travail, je pense qu'on a fait 70% du travail parce qu'on a compris dans quelle direction on voulait faire un test. En tout cas, je parle encore une fois de faire un test. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là d'introspection, on peut attaquer effectivement le premier pas. Puis il y aura forcément, on chutera parfois et parfois on refera un autre premier pas ailleurs. Mais globalement, ce que j'ai vu de toutes les histoires et aussi de mon expérience personnelle, c'est que une fois qu'on a fait ce premier pas et qu'on le teste, on revient rarement en arrière. Oui. Est-ce que tu crois que certains sont plus audacieux de naissance, justement, que d'autres? Je reviens à ma question, excuse-moi, j'insiste. Sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits de l'audace. Est-ce que c'est ton cas, toi, par exemple? Alors, je sais pas si c'est à la naissance, en tout cas, effectivement. Enfin, à la naissance, petit. Exactement. En tout cas, il y a un vrai... et c'est amusant, c'est aussi pour ça que je leur ai demandé ce travail et de partager aussi avec les lecteurs leur histoire personnelle. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que tout est dans l'enfance. Réellement, sur les 50 histoires... Enfin, je pense que pour 99% d'entre elles, tout est dans l'enfance. On retrouve toujours, en fait, les graines qui ont fait qu'aujourd'hui, ils font ce qu'ils font. Donc, pour moi, effectivement, les conditions jouent beaucoup. Maintenant, je pense pas qu'il y ait des conditions qui soient moins bonnes que d'autres, dans le sens où certains ont eu des enfances très sincèrement très difficiles, d'autres beaucoup plus faciles, dans des univers très feutrés, etc. Et en fait, dans les deux cas, il y avait des choses qui les ont nourris, et qui sont ces petites graines dont je parle, qui justement vont germer et faire des choses magnifiques. Mais finalement, voilà, c'est pas vraiment... je pense que c'est un élément extrêmement important, mais qui en tout cas est pour moi pas limitant. Si on trouve les graines justement au sein de cette partie d'éducation. Et parfois, les graines, il faut les trouver, parce qu'il y a des moments très difficiles. Mais finalement, on se rend compte que même dans ces moments très difficiles, ils ont réussi à trouver la petite chose qui avait du sens pour eux. Le ressort. J'avais cette question aussi sur l'éducation. Est-ce que finalement, si quand on est à l'école, quand on est jeune, on apprend à mieux savoir qui nous sommes, c'est-à-dire si on cultive le savoir-être, comme certaines écoles le font, je pense à ma copine Caroline Sost chez Living School et puis des écoles Montessori, etc. Brookwood Park aussi, l'école de Krishnamurti en Angleterre, apprendre vraiment à savoir mieux qui nous sommes. Est-ce qu'on n'aurait pas à faire ce travail quelque part et finalement notre audace serait naturelle et on créerait les projets, ce pour quoi on est fait naturellement? Est-ce que finalement ce qu'on appelle l'audace n'est pas un défaut de société aujourd'hui? Oui, défaut de culture. Oui, c'est un vrai sujet de se dire... Alors, globalement, je pense que c'est un défaut qui est en train de se corriger relativement rapidement. C'est vrai. On voit que finalement, aujourd'hui, le fait de créer sa propre voie, de créer un peu sa vie, c'est quelque chose qui avant était relativement marginal, qui aujourd'hui est en train d'accélérer à un rythme incroyable. Alors en plus, effectivement, moi je vis dans ce type de milieu, donc j'ai l'impression que il y a que ça. qu'il y a presque plus que ça. Ouais. Mais c'est assez impressionnant, honnêtement, le mouvement, ce qui s'est passé ces dernières années et ce qui est vraiment un rythme qui est en train d'accélérer. Tu appartiens à quelle génération en termes d'âge pour pouvoir situer aussi peut-être? Alors moi je suis né dans les années 80. D'accord. Donc voilà, en gros l'idée c'est de... Donc c'est plutôt les trentenaires. Voilà, exactement. Mais ce qui est marrant, j'ai l'impression d'être un peu dans une génération de transition entre finalement ceux qui sont un petit peu plus âgés et où parfois les codes étaient un peu plus forts, où il y avait un peu plus cette notion de travailler dans une grande structure, rester de longues années dans une structure, etc. Et finalement, un peu avec une autre génération, qui est la génération des millennials, qui eux sont, et que je côtoie, il se trouve que je donne des cours dans une école du digital, très bonne école d'ailleurs, qui s'appelle l'ESD. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant pour moi. À chaque fois que je vais les voir, vraiment, je vois leur façon de penser, leur façon d'être, etc. Alors, on peut se dire effectivement, oh là là, la nouvelle génération, ils veulent juste profiter de chaque instant. Des disruptifs rebelles à fond. C'est ça, ils sont rebelles, ils s'intéressent pas du tout aux grandes entreprises, ils veulent, voilà. Mais en fait, si on creuse un peu plus, on se rend compte que les leviers, ce qu'ils cherchent, et en fait, c'est pas très différent de ce qu'on cherche tous, c'est juste qu'ils l'ont activé plus tôt. Ils ont dès 20 ans, même avant, cette envie de faire quelque chose qui a du sens, de faire quelque chose qui concrètement est aligné avec leurs valeurs, etc. Et en fait, c'est aussi le rôle, il se trouve que j'accompagne pas mal d'entreprises là-dedans, et c'est aussi le rôle des entreprises d'intégrer quelque part ces profils, de leur proposer des choses qui ont vraiment du sens, de s'adapter, d'innover aussi, d'avoir un peu ce rôle d'incubation de start-up, etc. Et en fait, c'est un changement de monde. Globalement, on est en train de changer un peu la structure des choses. De paradigme. Voilà, et ceux qui acceptent ce changement évoluent très très vite. Ceux qui l'acceptent pas ont un peu plus de mal et se disent bon bah voilà, la nouvelle génération, oh là là, ils font n'importe quoi. Ils foutent rien, Voilà, alors qu'en fait si on creuse un peu plus, ils sont objectivement très très impressionnants. Ils ont vraiment des vraies facilités pour plein de choses. Mais c'est un vrai changement d'état d'esprit.
Ils sont très libres en fait. Quand je t'entends parler d'eux, on les sent libres. Et en même temps, ils sont aussi très techno-dépendants. Donc il y a ces deux paradigmes qui cohabitent quelque part. Je suis tout à fait d'accord. Ouais. Alors les hommes, question de féminin bio, les hommes sont-ils plus audacieux que les femmes? Les femmes sont-ils plus audacieuses que les hommes? Tu te dis être un féministe assumé. Alors ça, j'adore, ça me fait poiler. Qu'est-ce que tu entends par ça? 2 questions en une. Ouais, alors déjà, je pense que l'audace n'a pas de sexe. Donc concrètement, qu'on soit une femme ou un homme, bien évidemment. On est tout à fait rassurés. Bien évidemment. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans le livre, et du coup, j'ai fait le calcul parce qu'on me l'a demandé, on a 56% de femmes. Et j'ai trouvé ça marrant, en fait, alors que c'était pas spécialement volontaire. Et je trouve qu'effectivement, je suis connu pour avoir un côté féministe. Il se trouve que j'ai même été dans un incubateur pour femmes. Enfin bon, voilà, j'ai cette envie de globalement. C'est certainement, je pourrais en faire une psychanalyse, mais c'est certainement lié à ma mère qui est elle-même très féministe. Oui, et puis on sent Aline pas mal incarnée chez toi aussi, dans le bon sens du terme, un bon équilibre féminin-masculin que tout le monde cherche. Mais exactement, voilà, c'est quelque chose qui pour moi est assez important en fait, globalement. Mais alors là, il se trouve qu'on parle effectivement de la relation homme-femme, mais globalement de la question de l'intégration. D'ailleurs, il se trouve qu'il y a une des histoires dans le livre qui est liée à ça. Donc globalement d'intégrer tout le monde et que finalement, enfin très concrètement, on est tous exactement pareils. Il se trouve qu'il y a des variantes, je dirais, mais globalement, voilà, c'est juste de poser tout le monde sur le même pied d'égalité. Et voilà, le fait qu'il y ait une différence homme-femme aujourd'hui, moi je trouve ça lunaire. Enfin, qu'en 2000... Non, c'est sûr, mais c'est vrai qu'on est l'audace n'a pas de sexe, mais on sait très bien que les femmes n'osent moins parce qu'elles se sentent pas légitimes souvent pour oser. Donc ça, tu vois des vrais changements, c'est ce que tu dis, arriver à ce niveau-là, quoi. Exactement, et vraiment pour l'avoir vu de près, parce que donc j'ai même été, je vous le disais, dans un incubateur qui s'appelle Willa, donc qui est l'incubateur au féminin, comme il s'appelle. Et effectivement, j'ai vu, alors effectivement, il y a une partie de travail supplémentaire. De justement travailler sur concrètement ce que les autres pensent de moi, sur le fait que oui, je suis une femme et oui, je peux vendre très bien des produits, oui, je peux aller m'assumer face à tel ou tel type d'auditoire. Mais finalement, une fois que ce travail-là est fait et qui est très sincèrement, que j'ai vu faire beaucoup de fois et de manière pas si compliquée, finalement, après, on passe assez vite sur cette partie un peu d'écart d'éducation. Et aujourd'hui, je trouve que c'est plus vraiment, enfin en tout cas dans certains milieux, c'est quand même plus vraiment un sujet et on est revenu quand même relativement rapidement. Ouais, mais ça c'est toujours la bonne nouvelle. Ouais. Mais après, typiquement dans l'entrepreneuriat, si on regarde, il y a statistiquement beaucoup moins de femmes que d'hommes. Donc l'écart petit à petit se réduit, mais c'est quand même beaucoup moins. Oui. On parlait de discernement tout à l'heure, et à part ça, qu'est-ce qui peut donner envie à un moment de se réveiller et de déclencher ses désirs, ses envies, ses rêves qui dorment en nous? Est-ce que dans le livre, tu vois des étincelles, des prises de conscience comme ça, fulgurantes aussi? Oui, alors il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a plusieurs cas. Il y a ceux qui, objectivement, ont fait ce que parfois on appelle vulgairement un burn-out, mais qui, en tout cas, ont eu un peu un ras-le-bol de l'ancien état. Il y a ceux aussi qui ont eu, souvent c'est lié à un enfant ou à une prise de conscience un petit peu du fait de devenir parent. Oui. Souvent, c'est quelque chose qui revient aussi. Et ensuite, il y a ceux qui, tout simplement, arrivent à un moment de leur vie où ils se posent cette question, en fait. Et à partir du moment où on se pose cette question, très sincèrement, on peut plus revenir en arrière. Parce que quand on a commencé à s'écouter, on peut plus mettre des boules de caisse et ne plus s'écouter, en fait. C'est à l'intérieur, donc la graine est plantée et elle se développe. Donc c'est un peu les 3 cas finalement. Mais ce qui est marrant, c'est que ça peut arriver à tout âge. C'est quelque chose qui se travaille, effectivement. C'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de l'introspection et régulière. Et voilà, c'est une des choses qui est intéressante dans les histoires. Ouais, dans les histoires. Tu as créé la communauté des audacieux sur quelaudace.com. Qu'est-ce que tu attends avec cette communauté des audacieux? Alors j'attends un peu ce que j'attendais du livre, c'est-à-dire Alors moi je trouve que j'adore justement comprendre les histoires des gens, comprendre ce qui les a amenés là où ils sont et écouter leurs conseils. Ça fait partie de mes passions. Ouais. T'es un vrai psy en fait. Il y a quelque chose de cet ordre, de l'ordre d'accoucher de la pensée de l'autre? Oui, je sais pas, en tout cas j'aime bien écouter. J'aime bien écouter de manière générale plus que parler. Là il se trouve que je fais l'exercice inverse, mais c'est intéressant aussi. Très bien, parfait. Mais c'est vrai que j'adore écouter et j'adore comprendre en fait ce qui concrètement est à l'origine des choses. Et voilà, donc c'est ce que j'ai voulu faire avec Hellola, c'est aussi ce que je veux faire avec cette communauté, c'est finalement plus d'écouter les parcours de chacun, les conseils, etc. Et à la fois permettre évidemment aux gens qui vont s'inscrire sur le site de régulièrement leur donner des informations sur des outils, des conseils, etc. Mais aussi qu'ils puissent se nourrir des histoires des autres, des conseils, voilà. Aujourd'hui, tu as combien d'audacieux inscrits sur ton site ?
Alors j'ai... Enfin, pas précisément, mais en fait, tu sais pourquoi je te pose cette question? C'est parce que j'ai en tête cette fameuse théorie du 100e singe où on sait qu'au 101e, en fait, il y a une bascule qui se fait. Et donc, je me dis, quand les communautés, elles deviennent grosses, on sait que c'est là qu'on change de paradigme aussi. Donc, c'est toujours intéressant. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai lancé cette communauté au moment où j'ai fait les 13 startups en 12 mois. Et en fait, ça a accéléré très très vite. Concrètement, il y a énormément de gens qui sont mis à suivre la chose parce que j'explique aussi pourquoi je l'avais fait. Et donc, là, avant le lancement du livre, il y avait déjà plus de 3500 inscrits, je crois, donc sur la newsletter, donc c'est relativement modeste. Ouais, c'est bien. Et là, évidemment, avec le lancement du livre, ça accélère encore un petit peu. Mais donc voilà, je pense qu'on va bientôt être un peu plus de 5000. Mais l'idée, voilà, pour moi, c'est pas spécialement une quête de chiffres c'est plus vraiment d'essayer de trouver des personnes qui ont envie de changer les choses, qui ont envie aussi de travailler sur eux-mêmes. Et voilà, et de globalement d'être une petite pierre posée pour essayer de travailler un peu sur un nouveau monde, sur des nouvelles façons de travailler, sur des nouvelles façons de penser, de vivre sa vie. Quelle est ta plus grande espérance aujourd'hui justement pour le monde et la métamorphose que le monde est en train de vivre, le monde et puis nous les humains, chacun, toi, moi, à l'intérieur de nous, quelle est ton espérance? Je pense que si on fait tous, à la fois individuellement et collectivement, ce travail d'être aligné avec nos valeurs, déjà naturellement, on va amener le monde dans une bien meilleure direction que ce qui s'est passé ces dernières années. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de débats, de choses qui m'intéressent sur ces sujets-là. Je pense notamment au sujet de l'intelligence artificielle, etc., de se dire finalement, est-ce que ça serait pas aussi une opportunité pour que les hommes aient moins besoin de faire des tâches pénibles et répétitives, etc. Ouais. Voilà, en ayant automatisé les choses. Est-ce que si en fait on libérait ce temps-là pour justement que chacun travaille sur soi, ait une démarche plus écologique, à la fois individuellement et collectivement, et du coup un meilleur respect de la planète, etc. Enfin, en fait, finalement, est-ce que si on libérait ce temps-là, qui aujourd'hui était utilisé à une productivité qui est discutable, finalement, si on le libérait pour des choses qui sont plus macro, des sujets plus macro, finalement, est-ce que ça serait pas intéressant? Et donc voilà, ça c'est un de mes espoirs, c'est de se dire qu'en libérant du temps à l'humain, et en tout cas en lui permettant de travailler sur lui et sur sa place dans le monde, en fait, on va arriver globalement, collectivement, je pense, à changer les choses. Ouais, super. C'est une très bonne conclusion. J'avais retiré une citation aussi de ton livre « Certains rêvent d'incroyables réalisations pendant que d'autres restent éveillés et les font » de Nolan Bushnell, je sais pas comment on prononce son nom d'ailleurs. Voilà, c'est ça un peu en fait. C'est exactement ça, c'est de se dire on a un petit peu deux postures possibles et globalement la posture de ceux qui marchent et en tout cas font des petits pas est une posture qui est honnêtement finalement pas si inconfortable qu'on l'imagine quand on est assis et qui est extrêmement épanouissante. Très bien, Maxime Fourny, je te remercie infiniment pour cet entretien passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi, l'audacieux. Alors maintenant, à vous de jouer, à être audacieux pour aller au bout de vos rêves et je nous souhaite à tous le meilleur. Maxime Fourny, je rappelle le titre de ton livre. Quelle audace, 50 histoires et leçons inspirantes pour aller au bout de ses rêves aux éditions Erol. Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi. Retrouvez-moi sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.